Donc moi je m'appelle Corinne Porméry, je suis la directrice des études de l'EJ. Voilà, je m'occupe de toute la partie pédagogie des cursus de formation ici à l'école. Donc avec nos trois invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc dans cet atelier, on va voir comment finalement certaines rédactions se sont emparées de l'éducation aux médias ces dernières années, pourquoi elles l'ont fait, comment c'est né finalement, et concrètement comment ces services, cellules ou initiatives fonctionnent très concrètement, et puis aussi je pense quelle volonté politique, quelle responsabilité sociale finalement on trouve derrière ces actions concrètes. Alors moi j'ai le sentiment, mais peut-être que vous allez me démentir ou bien compléter, que dans les rédactions, ce sont vraiment les attentats contre Charlie Hebdo qui ont été une espèce de prise de conscience, enfin, qui ont amené les médias à prendre conscience qu'il y avait une urgence en fait à faire de l'éducation aux médias, à aller expliquer ce qu'était l'information fiable, les sources de l'information, et qu'on partageait cette responsabilité avec les enseignants. Moi je le crois, vous me direz si c'est le cas pour vous et dans vos rédactions, et puis peut-être comment c'est ressenti dans les rédactions, puisqu'en fait finalement là vous êtes vous impliqués, motivés, mais peut-être voir comment c'est ressenti plus globalement dans les rédactions. Alors moi j'ai aussi un peu le sentiment que les enseignants, il y en a j'imagine dans la salle, avaient peut-être alerté avant, mais je ne suis pas sûre qu'on les avait complètement écoutés en fait sur ces questions de théorie du complot, de fausses informations qui circulaient, etc. J'ai un peu ce sentiment, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. En tout cas, voilà, aujourd'hui on est réunis, on est ensemble pour en parler. Donc je vais vous présenter donc, nos invités. Donc Delphine Roucotte, qui est journaliste au Monde, donc rédactrice en chef adjoint du site dumonde.fr, et qui est vice-présidente de l'association Entre les lignes, donc qui fait l'éducation aux médias pour Le Monde et pour l'AFP. Et donc elle nous expliquera bien sûr ce qu'est l'association. À ses côtés, Emmanuel Davier, qui est journaliste à France Inter et responsable de tout ce qui concerne l'éducation aux médias, la diversité, etc., à la rédaction de France Inter. Égalité des chances. Et de l'égalité des chances. Amel Koga, qui est directrice du service éducation jeunesse de France Télévisions, et qui donc travaille aussi sur toutes ces questions. Donc là, on a affiché, on verra tout à l'heure, notamment des petites vidéos pédagogues qui ont été produites par France Télévisions. Alors peut-être je vais, pour aller, voilà, qu'on sache un peu qui fait quoi et comment ça se passe, peut-être vous laisser la parole rapidement pour expliquer dans vos rédactions, voilà, quelles sont les politiques qui ont été mises en place, dans vos rédactions, dans vos services, parce que vous disiez que ce n'était pas forcément la rédaction de France Télévisions. Comment il y a eu cette prise de conscience, à quel moment, comment ça s'est organisé finalement. Voilà. Donc peut-être Delphine. Oui, donc bonjour. Moi j'ai une double casquette aujourd'hui, à la fois je représente la rédaction du Monde et l'association. En fait, l'initiative du Monde, elle a commencé l'année dernière, où on s'est dit qu'il fallait absolument mettre en place un dispositif. Donc on a lancé quelque chose d'un peu expérimental en février, au moment du lancement du Décodex. Je ne sais pas si vous l'aviez suivi à ce moment-là. Et tu peux dire ce que c'est, Décodex? Le Décodex, c'est un moteur de recherche qui est mis à disposition sur le site du Monde et qui permet, quand on tape une URL de site, de savoir si le site est fiable ou pas. Enfin, si les informations qu'il véhicule sont recoupées, si c'est quelque chose de factuel ou si c'est plus de l'ordre de la conspiration. Pour résumer ça rapidement. Et donc ça c'était en février 2017, et très vite on s'est mis en relation avec Sandra Lafont, qui est la présidente de l'association Entre les lignes et qui travaille à l'AFP, et qui a une association depuis 2010. Je vais attendre. Et très vite on s'est mis d'accord pour dire que ça ne servait à rien de continuer à avoir des initiatives chacun de notre côté, et qu'il valait mieux fédérer toutes ces initiatives. Et c'est pour ça que Le Monde a rejoint en mai le partenariat que l'association avait signé avec l'Éducation nationale, le CRII et l'AFP. Et que donc depuis mai, c'est l'association Entre les lignes qui est le véhicule des dispositifs d'éducation aux médias de l'AFP et du Monde. Et donc on a tenu notre première AG en septembre, et c'est la première année là, la première année scolaire, on construit
cette initiative entre les deux rédactions. Alors, comment est né Interclasse? Le dispositif qui est mis en place par France Inter s'appelle Interclasse et c'est la troisième année, troisième rentrée pour ce programme d'éducation aux médias et à l'information. Il est né, en tout cas la volonté de faire quelque chose est née aussitôt après les attentats de janvier 2015 pour deux raisons essentielles. C'est que suite aux attentats, la directrice de France Inter, Laurence Bloch, voulait s'engager dans une action citoyenne. Elle voulait soit faire des forums, soit organiser des débats, enfin, elle voulait vraiment qu'il y ait une interaction entre sa rédaction et les citoyens. Mais elle ne savait pas quelle forme cela pouvait prendre. Parallèlement à la rédaction de France Inter, on a eu énormément de demandes d'enseignants qui ont souhaité que les journalistes viennent dans les classes expliquer en quoi consistait la liberté d'expression, parce qu'ils se sentaient démunis pour répondre aux interrogations des élèves qui ne comprenaient pas très bien pourquoi on mettait en balance l'humour de Dieudonné et l'humour de Charlie Hebdo. Donc il y a eu ces interventions en classe et au cours du mois de janvier 2015. Et ce qui a été l'élément déclencheur pour Laurence Bloch, ça a été l'intervention d'un enseignant dans le 13h de France Inter le 15 janvier, donc très peu de jours après les attentats. Claire Servageant, la présentatrice, souhaitait faire un état des lieux, avoir le témoignage d'un enseignant qui explique comment s'étaient passés les jours qui avaient suivi les attentats. Donc je l'ai mis en contact avec ce professeur d'histoire-géographie qui exerce en Seine-Saint-Denis. Et fait du hasard, lors de ce 13h, Laurence Bloch était en régie et lorsqu'elle a entendu le témoignage qu'elle a trouvé assez saisissant, elle m'a tout de suite demandé à rencontrer cet enseignant. Donc il est venu très vite à la radio et il a eu toute l'équipe de direction face à lui et elle lui a demandé Laurence Bloch, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc la question est assez vertigineuse parce qu'il ne savait pas du tout quoi répondre. Donc elle lui a demandé de parler de son quotidien. Et puis a émergé au fond de cet échange l'idée d'une classe média, mais rien de plus. Il y avait simplement ces deux mots. Et donc là, Laurence Bloch m'a demandé de concevoir un dispositif, ce qui a nécessité parallèlement à ma fonction de chef de service à l'époque 6 mois de préparation. Et ce dispositif donc s'appelle Interclasse et ça consiste pour des journalistes et des producteurs de France Inter d'aller pendant toute une année scolaire dans des établissements et faire un travail de suivi durant donc, plusieurs séances, toujours avec la même classe, dans le but de non seulement leur faire comprendre ce qu'est notre média et ce qu'est l'information générale, décrypter une source, un journal, un reportage, mais également les faire, leur faire maîtriser notre outil et leur faire produire et réaliser des reportages. Voilà, c'est ça. Si je simplifie, c'est le dispositif qu'on a créé. Donc bonjour à tous, moi je suis Amel Pogard, je suis en charge du numérique jeunesse et éducation à France Télévisions. Ça comprend 4 offres. Ludo Zouzou qui ne concerne pas du tout ici, et France TV Éducation et le site.tv. France TV Éducation et le site.tv sont les deux offres éducatives de France Télévisions. France TV Éducation s'adresse au public famille, donc les enfants plutôt dans un cadre familial. Et le site.tv est une plateforme de SVOD pédagogique qu'on avait lancée déjà en 2003, qui était payante à l'époque et qui depuis janvier 2017 est gratuite, disponible pour les enseignants sur une simple inscription via le portail EduTech du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça c'est une offre aujourd'hui qui est dédiée aux enseignants pour pouvoir utiliser des ressources audiovisuelles en classe, dont l'éducation aux médias. Et concernant France TV Éducation, donc c'est une plateforme qui est entièrement gratuite, qui s'adresse aux familles, qui propose des ressources vidéo autour de 2 axes éditoriaux. Le premier, c'est réviser les programmes scolaires, donc avec de la vidéo essentiellement, mais aussi des serious games, des jeux, des web documentaires, des quiz, etc. Et le deuxième axe, c'est comprendre le monde qui nous entoure. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place toute une politique d'éducation aux médias, de décryptage de l'actualité, de la citoyenneté, pour proposer des ressources en ligne aux élèves, aux enfants, justement pour pouvoir
développer un esprit critique face aux médias. Et l'originalité à France Télévisions, justement par rapport aux rédactions, tout à l'heure on en parlait, c'est d'avoir mis un dispositif qui est présent aussi dans les rédactions, avec le Media Lab, qui est un dispositif au sein des rédactions de France Télévisions, qui va proposer des ressources et un accompagnement aussi bien en interne qu'à l'externe pour les publics adultes, et l'offre éducative de France Télévisions qui va proposer des ressources pour le jeune public sur cette question d'éducation média, mais qui ne fait pas partie des rédactions. Donc vraiment deux dispositifs complémentaires. On bosse beaucoup ensemble, notamment sur de la coproduction de contenu pour le public. Et ce sont des dispositifs aujourd'hui qui fonctionnent beaucoup. L'éducation média est un axe très fort, puisqu'on a commencé à bosser dessus depuis le début, depuis les années 2000, on a travaillé sur l'éducation média. Mais c'est vrai que l'électrochoc a été vraiment les attentats de Charlie Hebdo, où là on s'est tous mis autour de la table en disant on a vraiment besoin d'approfondir cette question, surtout quand on va à la rencontre de ce public, comme disait Emmanuel, le public scolaire. Et c'est à partir des attentats qu'on a décidé de vraiment renforcer cette thématique sur tous les sites du groupe. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est comment ça se passe dans les rédactions, c'est-à-dire que parce que vous êtes missionné là-dessus, même si c'est pas forcément un temps complet ou une partie de votre temps, mais donc il y a d'autres journalistes évidemment qui travaillent avec vous là-dessus. Comment ça se passe dans la rédaction? Vous avez l'impression que cette prise de conscience est assez partagée? Parce que moi j'ai souvenir d'une époque largement révolue, mais où dans les rédactions, effectivement, il y avait la semaine de la presse à l'école. Alors si on avait vaguement un ami ou une copine qui était enseignant, qui nous sursollicitait, on allait faire une petite intervention à la documentation, on montrait quelques journaux, parfois on faisait un petit exercice, on racontait un peu notre histoire, et puis voilà. Donc c'est vrai qu'on voit bien que tout ça est bien structuré, bien organisé. Mais globalement, les journalistes vous paraissent aussi convaincus que vous, qui avez été missionnés là-dessus, ou est-ce qu'il faut encore convaincre un peu? On va faire le tour. Oui, il y a eu un accueil vraiment incroyable dans la rédaction, je trouve, où en discutant au début, quand je voulais tester l'idée, je me suis rendu compte que tout le monde faisait plus ou moins déjà des interventions effectivement chez ses amis qui enseignaient au collège, au lycée, en primaire. Et en fait, je me suis rendu compte que cette proposition-là, tout le monde n'attendait que ça en fait, qu'il y ait enfin un truc qui soit un peu structuré au sein de la rédac et qu'on puisse vraiment mettre toutes les énergies et toutes les réflexions en commun. Et c'est pour ça que ça a très vite fonctionné. Au début, ça s'est fait vraiment un peu en tâtonnant et on a tout de suite été une cinquantaine de bénévoles en fait, alors qu'il n'y avait même pas de dispositif structuré. Et aujourd'hui, sur les deux rédactions, AFP et Le Monde, on est 90 journalistes à s'être mobilisés dès septembre en fait. Donc ça a pris très très vite, très très fort. Et on sent qu'il y a un appétit, il y a une envie j'ai très vite sollicité en disant, les journalistes en disant si vous voulez nous aider à construire les ateliers, allez-y. Et tout de suite, il y a eu plein d'échanges de mails, de jus de cerveau. Enfin, c'était très enthousiasmant et ça l'est encore. Les journalistes ont envie de s'engager là-dedans. Alors, après les attentats, c'est vrai qu'il y a eu cette envie de s'engager. Donc pour solliciter des journalistes dans le dispositif, franchement, on n'a pas eu trop de mal. L'année dernière non plus. L'année dernière, nous étions en plus très nombreux. À la différence du dispositif décrit par Delphine, où ce que tu m'as indiqué, c'est 2 fois 2 heures. Oui, de temps mobilisé. C'est l'engagement demandé à chaque bénévole, c'est minimum 2 fois 2 heures dans la même classe, dans la même année scolaire. Alors, on n'est pas du tout sur ce volume horaire-là pour interclasse. J'ai fait le calcul, puisque dans la première année, ça nécessitait environ entre 40 et 50 heures de mobilisation pour un journaliste ou un producteur, ce qui est considérable. L'année dernière, on a réduit un peu ce volume horaire, mais en revanche, on est allé dans davantage d'établissements. Et la volonté pour cette 3e année a été d'aller dans moins d'établissements pour travailler justement à une expansion prévue l'année prochaine, mais en revanche d'avoir plus de volume horaire. Donc au minimum, un journaliste qui s'engage dans l'interclasse, alors quand je dis journaliste, ce sont également les producteurs, c'est minimum 40 à 50 heures, ce qui est considérable. Voilà, c'est considérable et c'est pour ça que c'est un engagement à la fois vraiment citoyen.
journalistique et très personnel qui demande beaucoup d'énergie et d'envie. Alors c'est vrai que les élèves nous le redonnent bien et que tous ceux cette année qui sont engagés dans l'interclasse, parce que là on a déjà bien amorcé les séances, j'ai un retour absolument extraordinaire. Donc c'est très enthousiasmant, mais c'est vrai que c'est du temps. Et du temps qui est pris sur du temps de congé, ou bien un peu sur du temps de travail, mais c'est du temps donné. Et ça concerne combien de journalistes alors à la rédaction? Alors l'année dernière c'était 50, cette année c'est beaucoup moins. Hein. Cette année on est une vingtaine. Mais il faut comprendre que pour une rédaction comme Inter, c'est un engagement financier aussi qui est assez lourd. Donc on ne peut pas non plus mobiliser tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a des partenaires, notamment, alors on a 3 partenaires, on a le CLEMI, on a la Fondation de France et nous avons l'IPJ Paris-Dauphine. Et le fait de travailler avec l'IPJ nous permet d'emmener avec nous des étudiants qui sont en dernière année radio et justement, alors moi je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a c'est transgénérationnel, c'est-à-dire qu'ils ont un travail au même titre que les journalistes à accomplir en contact des jeunes élèves. Et il y a des échanges qui se font de cette manière, c'est-à-dire qu'ils apprennent des journalistes d'Inter, mais ils apprennent aussi à ces jeunes. Voilà. Alors nous, on n'a pas de dispositif tel que, équivalent à celui de France Inter. Tous les mois, on organise à peu près une masterclass on organise une masterclass par mois autour d'un programme du groupe avec une dimension éducation aux médias. C'est pas que éducation aux médias pas que éducation à l'information, éducation aux médias au sens large sur comment on fabrique un documentaire par exemple aussi est une des problématiques qu'on traite tous les mois. On n'a pas les journalistes sont sollicités, ils répondent aux sollicitations quand ils le sont, mais on organise 1 à 2 débats par an sur ces questions d'éducation à l'information. L'année dernière, on l'a fait par exemple dans les Outre-mer, à La Réunion. On a organisé un grand débat avec des journalistes de première réunion et des élèves des lycées sur des questions qu'ils souhaitent traiter avec les journalistes. Pour la 3e année consécutive, c'est la théorie du complot qui a été sélectionnée par les élèves et les limites de la liberté d'expression. Donc c'est plus ponctuel, je pense, que Interclasse. On essaye de répondre aux sollicitations des enseignants lorsqu'ils le demandent. Et on essaye d'élargir la question de l'éducation média à d'autres programmes du groupe en dehors de l'information. Voilà. Donc peut-être pour aller plus concrètement, comment ça se passe finalement quand vous êtes donc en lien, vous êtes sollicité par des enseignants, voilà, comment ça se passe pour finalement qu'un journaliste se retrouve dans une classe, quoi. En fait, nous, la manière dont ça s'est passé, c'est au moment du lancement en février, j'avais lancé un appel, j'avais écrit un article en disant, voilà, nous on aimerait venir en classe, qui est-ce qui est motivé, en gros. Et j'avais reçu 300 mails d'enseignants. Enfin, en 2 mois, j'avais 300 mails et on s'est dit, ah oui, il y a donc vraiment quelque chose là à toucher. Et en fait, on travaille à partir de cette base de données-là. Et on a une chargée de mission qui a été embauchée en avril. Grâce à nous aussi, on est soutenu par la Fondation de France, par l'Éducation nationale et un peu par la GILCRA. On cherche d'autres subventions. Donc on a pu engager une chargée de mission dont le travail, entre autres, est de mettre en relation les profs avec les journalistes bénévoles. Et donc chaque bénévole dit où est-ce qu'il est prêt à intervenir. Donc soit pas loin de son lieu de travail, soit pas loin de son lieu, de son terrain familial, ou enfin jusqu'où il est prêt à intervenir. Et c'est à partir de ces desiderata-là que Jeanne, notre chargée de mission, fait la mise en relation. Et nous, notre objectif vraiment dès le départ, l'année dernière et d'autant plus cette année, c'est de rayonner partout sur le territoire. C'est vraiment pas parce que l'essentiel des journalistes travaillent à Paris, donc le risque, un des écueils, ça serait qu'on n'intervienne que à Paris ou en banlieue. Et vraiment, dès le début, tout le monde a dit non, moi je ne veux pas me concentrer que sur Paris. Au contraire, on a réussi dès le départ à aller vraiment un peu partout. Donc ça, c'est un des gros enjeux de notre asso, c'est d'arriver à trouver les fonds pour pouvoir payer tout simplement les transports aux journalistes et pouvoir rayonner. C'est un gros enjeu pour nous, c'est une grosse partie du boulot de Jeanne aussi, c'est de faire ça.
finalement, les fonds, ils viennent d'où justement? Donc on a une subvention de la Fondation de France, une de l'Éducation nationale, et il faut préciser qu'on demande à chaque établissement par atelier 50 €. Et on demande la même somme à absolument tous les établissements, qu'ils soient près, loin. Voilà, on ne voulait pas discriminer en fonction de la situation géographique. Mais sans ça, en fait, on n'arrive pas à rayonner, on n'arrive pas à trouver les fonds nécessaires pour se déplacer. Donc on est quand même obligé de maintenir cette demande-là de défraiement des transports. Et voilà comment ça s'organise. Peut-être, en fait, là, c'est une association, hein, donc, oui. qui est née donc, il y a plusieurs années. Hein, En fait, je vous raconte juste rapidement l'historique de l'asso, c'est intéressant. C'est une association qui a été fondée en 2010 par Sandra Lafont, une journaliste de l'AFP, qui est toujours aujourd'hui la présidente de l'asso, et par Olivier Guillemin, qui était à l'époque un journaliste à Reuters, qui aujourd'hui travaille pour Sciences Po et un petit peu pour l'asso. Ils ont commencé tous les deux comme ça pendant 3 ans. À eux deux, ils ont fait 300 interventions dans la région de Marseille. Après, pendant 3 ans, l'association a un peu été mise en sommeil parce qu'ils étaient une toute petite équipe. Et en fait, c'est justement après l'attentat contre Charlie Hebdo que l'association a été remise en activité. C'est à ce moment-là que Sandra a proposé à l'AFP de faire de l'association le véhicule de l'AFP, l'outil exactement. Et c'est à ce moment-là que l'association a vraiment repris du poil de la bête et qu'elle a réussi à mobiliser beaucoup de journalistes de l'AFP, une cinquantaine aussi, c'était en 2015-2016. Et voilà, nous, on s'est juste raccroché à ce dispositif-là. Et l'intérêt pour nous de l'association, c'est de continuer à faire vivre cette initiative, même en dehors des rédactions du Monde ou de l'AFP. Si jamais moi, je change de poste ou que Sandra évolue professionnellement, l'association continuera à exister en dehors de nos énergies individuelles. Et c'est un peu cet enjeu-là. Et quelle est l'implication donc des deux médias, finalement, de l'AFP et Le Monde, qui sont des gros médias Quelle est leur implication à l'intérieur? Vous laissez du temps, ils financent, enfin voilà. Alors l'AFP met à disposition tout son matériel de reportage ainsi que les voitures de service. Donc ça aide énormément pour la réalisation des ateliers. Au Monde, on met aussi à disposition tout le matériel de reportage, évidemment. Et on a négocié un accord où en fait, c'est un modèle mixte. Il y a un atelier qui est fait sur le temps de travail. Ça a été acté. Et l'autre atelier, ou les autres ateliers, si les bénévoles veulent faire plus, sont sur le temps de congé. Il y a quand même la dimension bénévolat, engagement associatif. Et alors, une fois que le journaliste est dans les rédactions, dans les classes, concrètement, qu'est-ce qui se passe Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a créé 5 ateliers, un peu clés en main. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont envie de faire mais qui ne savent pas comment faire, qui sont un peu démunis en se disant mais moi j'ai jamais parlé devant des élèves de collège, je ne sais pas du tout comment leur parler, j'ai l'habitude d'écrire des articles. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ateliers thématiques avec beaucoup de conseils pédagogiques en essayant de baliser le truc au maximum, avec des exercices, etc. Donc ça c'est une base de travail. Mais évidemment, on laisse la liberté absolue. L'idée, c'est que les bénévoles co-construisent avec les enseignants des ateliers. Et il y en a beaucoup qui se sont insérés dans des cursus que les professeurs avaient déjà mis en place, parce qu'il y a beaucoup de classes médias, par exemple, qui nous ont sollicité. Et on a beaucoup appris des enseignants qui avaient déjà créé des exercices, qui avaient conçu beaucoup de choses. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est un mouvement dans les deux sens. C'est pas juste nous qui arrivons avec notre atelier et boum, c'est parti. On construit avec les enseignants. Et donc juste pour donner une idée un peu concrète, les ateliers, on en a 5. Il y a la hiérarchie de l'information, la caricature. L'atelier caricature, c'est Sandra qui l'a créé, ça fonctionne très très bien parce que ça permet une expression très spontanée en fait et de parler de choses hyper difficiles comme la liberté d'expression, etc. Et de manière ultra concrète parce qu'en fait souvent les élèves qui sont les plus virulents, qui sont contre Charlie Hebdo en disant mais moi je suis hyper choquée par leur caricature, en fait quand eux ils commencent à faire des caricatures c'est 1000 fois plus choquant et c'est intéressant aussi d'aller les interroger là-dessus et de battre un peu en brèche leur certitude. Donc il y a ça, rapidement il y a la question des sources sur les réseaux sociaux.
Donc ça, c'est Alexandre Pouchard des Décodeurs au Monde et moi qui l'avons conçu. C'est vraiment dans la ligne du travail qu'on fait sur monde.fr, du travail de Oxbusting, beaucoup avec Adrien Sénéquet, que vous verrez à une table ronde tout à l'heure aussi, qui travaille sur toutes ces questions-là, des sources d'infos, de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, des hoax, des complots, etc. Une conférence de presse fictive, donc ça c'est pour que les élèves se mettent aussi dans le rôle de l'intervieweur, dans le rôle du journaliste et comprennent un peu toutes ces notions de comment se comporter face à sa source, comment ne pas tout prendre pour argent comptant, interroger ce que la personne dit, d'où il vient, quels sont les intérêts que cette personne-là sert. Et j'en oublie un, il me reviendra certainement. Et on accueille aussi des classes au monde, juste pour finir. L'idéal, je trouve, pour ces deux ateliers, c'est d'avoir un atelier, vous choisissez ce que vous voulez, il y a la hiérarchie d'infos, les sources d'infos sur les réseaux sociaux, et après de venir au monde pour un peu découvrir ce que c'est aussi le travail de journaliste, et puis aborder des trucs un petit peu plus concrets, rencontrer des journalistes. Ça, on essaie de le proposer au maximum, on ne peut pas le faire systématiquement parce que ça fait beaucoup de place à accueillir. Et c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné l'année dernière. Donc on était très satisfaits. Une question. Juste une question pratique. Le moment où les élèves viennent à la rédaction, concrètement, ils vont passer la journée avec un ou deux journalistes par Facebook, comment ça se passe en fait? Ce qu'on avait fait les dernières fois, c'était pas la journée, c'était en général les classes ont 2 heures devant elles, enfin souvent c'est dans le cadre d'un tour un peu plus général sur Paris, dans un musée, où ils en profitent pour grouper les activités. Et on était 2 journalistes à chaque fois à les accueillir, on les faisait aller, on leur montrait un peu tous les services, notamment le service vidéo, le service Snapchat aussi, qui intéresse toujours énormément les élèves et les enseignants, parce qu'il y a vraiment une réflexion poussée très loin sur la pédagogie, comment on s'adresse à des gens de 15 ans et moins. Donc ça marche toujours très bien. Et après, on se prenait un temps pour discuter de ce que c'est le journalisme, de comment on travaille très concrètement, essayer aussi de dédiaboliser un peu ce que c'est le journaliste, d'où il tient ses infos, non il les invente pas, comment il fait pour recouper, comment il fait, enfin toutes ces notions de base du journalisme, essayer d'en parler vraiment de la manière la plus concrète pour essayer un peu de balayer les préjugés qui sont très présents chez les élèves et dans la société en général. Justement, sur la question des préjugés et des représentations, est-ce que vous auriez chacune un exemple de représentation qui vous a marqué, de représentation qui a été modifiée chez les élèves et chez les journalistes qui ont rencontré un exemple de représentation, peut-être qu'il y a des préjugés qu'avait un journaliste avant de rencontrer des élèves et qui a sauté, ce serait intéressant de vous entendre. Peut-être si on peut juste terminer un peu comment ça se passe concrètement dans les trois, et puis après on passe à votre question. J'ai des réponses. Oui, j'imagine. Alors, pour être dans le fil, nous, on choisit les établissements. C'est-à-dire que... C'est l'initiative de... En fait, pour la première année, alors évidemment, il y avait automatiquement l'établissement de Yanis Roder qui était intervenu sur l'antenne. Il me paraissait tout à fait légitime qu'il fasse partie d'Interclasse. Ensuite, j'ai demandé à Mehdi Koulibaly, avait été scolarisé à Grigny. Donc j'ai contacté le principal du collège et il m'a dit qu'il avait eu énormément de problèmes après les attentats, puisque les élèves trouvaient qu'Amédi c'était un chic type et qu'il était tellement sympa qu'il n'était pas normal qu'il ait été descendu comme ça par des flics. Donc il s'est évidemment enthousiasmé à la perspective de travailler avec nous. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai contacté les rectorats. Alors la première année, on n'était que à Paris, banlieue parisienne, et également dans la campagne à la Ferté-Gaucher. Et donc là, j'ai contacté les rectorats et je leur ai demandé de me mettre en lien avec des établissements, en sachant qu'on ne va que dans les établissements classés Z ou Z+. Ça, c'est vraiment un choix et je pense qu'on n'en déviera pas. On ne va que dans les quartiers où il y a des difficultés sociales, économiques, qui peuvent avoir une incidence forte sur la réussite scolaire. La deuxième année, nous sommes allés à Roubaix, et d'ailleurs il y a un des enseignants présents ici qui a participé au dispositif.
et également à Marseille. Et cette année, nous sommes concentrés à Paris et Île-de-France, puisque effectivement, il y a une question de logistique qui est quand même vraiment qui freine comment dirais-je, la fluidité des échanges. Par exemple, j'ai l'exemple, je pense qu'avec l'établissement où exerce Monsieur Darocha, il aurait été vraiment nécessaire qu'on y aille tous les 15 jours. Là, c'était un peu plus distendu du fait de la distance et du fait qu'on avait dit qu'on allait dans plus d'établissements mais avec moins de séances. Typiquement, on aurait dû y aller de façon intensive. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un frein, mais justement, ma feuille de route pour cette année, c'est de travailler pour que France Bleu se mette en interaction avec nous et voir comment on peut, exercer dans tout le territoire français. Alors, comment ça se passe quand on va en classe? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas nous qui, la première fois, rencontrons les élèves. Nous les invitons à venir passer une journée qui dure 7 heures à Radio France pour qu'ils découvrent notre univers de travail. Et c'est une journée qui est extrêmement séquencée, puisqu'ils font, alors, pas forcément dans cet ordre-là, mais chaque classe a un atelier pédagogique radio pendant 2 heures, où ils sont mis en situation de préparer un journal dans les conditions du direct. Donc tout de suite, ils sont en prise avec nos outils. Ils visitent ils visitent Radio France, ils visitent France Inter, ils ont une grande rencontre avec l'équipe pédagogique de journalistes qui va travailler avec eux. Et puis, ils découvrent donc ainsi tout notre univers. Après, il y a, pour cette année, voyez-vous, il y a entre 12 et 13 séances qui sont prévues avec les élèves, donc, qui font entre 2 heures minimum jusqu'à 7 heures. Donc il y a des séances en classe où on va les initier au décryptage de l'info, ce qui est une conférence de rédaction. Moi, je mets énormément de débats dans les séances parce que le débat, ça permet, alors je ne veux surtout pas que ce soit des joutes verbales superficielles ou des confrontations obstinées et stériles. Ça vise vraiment à leur faire comprendre que chacun peut avoir un point de vue, que pour émettre un point de vue, il faut savoir l'argumenter. Donc on demande à ce qu'ils argumentent, et pour des élèves qui ont entre 15 et 17 ans, ça peut s'avérer très difficile, mais enthousiasmant, puisque très vite ils se prennent à ce jeu de l'argumentation. Ça apprend à écouter l'autre, et en radio, quand il y en a 2 qui parlent en même temps, je leur dis assez rapidement que s'ils parlent comme ça à la fin de l'année, lorsqu'on fera l'émission, parce que c'est le but de faire une émission, l'auditeur ne comprendra rien, donc on se place tout de suite en fait, comme si nous étions dans un studio, enfin j'essaye, c'est pas toujours simple, Monsieur Darocha le sait, mais bon, globalement ça fonctionne parce que je leur dis, imaginez qu'il y a des micros. Et c'est vrai qu'ils arrivent bien à se projeter dans cette simulation. Donc on fait pas mal de débats. Je leur demande à chaque début de séance une séquence que j'ai appelée les titres de l'actu, c'est-à-dire qu'ils doivent impérativement arriver en étant informés de ce qui se passe. Alors pas ce qui s'est passé il y a une semaine ou 15 jours ou 3 jours, ce qui s'est passé dans les 24 heures. Et ils doivent recontextualiser, ils doivent nous donner leurs sources. Et on marque tout ce qu'ils nous donnent comme info sur le tableau, et ensuite on leur demande de faire un conducteur comme s'ils devaient présenter le journal. Alors ça, ils adorent, ça marche très bien aussi. Donc on fait les titres de l'actu. Suite à ça, en général, il y a donc ces débats dont je viens de vous parler, et après, c'est thématisé. Soit on va apprendre ce qu'est une source, soit on va apprendre à mener une interview, soit on va faire de la prise en main de matériel, et là encore, il y a des jeux de rôle. Et puis, très vite, il va falloir savoir sur quoi ils vont faire le reportage. Alors, la première année, on avait choisi que ce soit libre, c'est-à-dire que chaque classe choisissait un thème, donc il y a eu des débats, là encore, on verbalise beaucoup. Et ensuite, un vote. Donc, les élèves avaient fait des reportages sur... Alors, la classe de Saint-Denis avait choisi l'amour, Grigny, l'identité, à Paris, le territoire, à la campagne, la ruralité. Et puis, à Mantes-la-Jolie, ils avaient choisi la place des femmes dans la société. L'an dernier, ils choisissaient un lieu. Donc, il y a eu 12 lieux choisis, les îles du Frioul,
Il y a eu l'Élysée. Ils ont eu vraiment la chance d'aller faire un tournage à l'Élysée. Je pense que c'est une première sous la Ve République. Il y a eu une école de police, enfin, il y a eu plein de lieux. Tout est sur le site de France Inter. Et cette année, je leur demande de s'emparer de la devise républicaine, de chacun des mots de la devise. Et donc, ils sont 4 par classe. Il y a 4 groupes de journalistes en herbe. Donc, ça fait 4 reportages à la fin. Et là, donc, il y aura au moins 3 groupes pour chacun des mots. Et le 4e groupe, ce sera au choix ce qu'ils souhaitent évoquer. Donc, comment on illustre la fraternité à travers un reportage. Comment on illustre la liberté. Alors ça peut être la liberté artistique, ça peut être enfin, il y a plein d'idées qui émergent. Et donc ils doivent prendre contact avec leurs interlocuteurs, ils doivent construire l'interview, aller faire les interviews. Donc en général ça se fait en janvier, février pour cette année. Et puis mi-mars, ils doivent redonner leur reportage en PAD, donc prêt à diffuser. Et on enregistrera les émissions, puisqu'on enregistre une émission ensuite en format long. On les enregistrera courant mai. Et ce sera diffusé cet été. En plus de ça, il y a une journée spéciale interclasse lors de la semaine de la presse à l'école en mars. Donc l'an dernier, étant donné qu'il y avait 12 établissements, on ne pouvait pas faire venir les 12. Mais cette année, on va vraiment essayer de faire en sorte que tout le monde soit là. Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à ce que dans toutes les tranches, il y ait des élèves d'interclasse. Il faut comprendre que c'est quand même pour une antenne nationale, c'est vraiment un défi et c'est vraiment un challenge. Je ne sais pas si dans le 20h de France 2, ils seraient prêts à confier un reportage ou une chronique à un élève. Enfin, en tout cas, on le fait à la demande de Laurence Bloch et je dois saluer vraiment son audace et en général elle est ravie du résultat. Mais c'est un résultat qu'on ne voit qu'après coup puisqu'on ne sait jamais à quoi va ressembler l'antenne. Et donc l'implication de France Inter, Alors là pour le coup, l'implication, enfin, par exemple de la matinale ou de Mathieu Vidard ou d'Augustin Trapenard, là elle est très spontanée, c'est pas du tout le même travail. Ça nécessite quand même un travail en amont qui va demander quand même plusieurs heures. Évidemment, il faut voilà, mais c'est pas sur du long terme comme ce que l'on fait. Et vous pourriez dire que c'est un engagement de la radio avec un financement, avec Comment ça ? Tout ce dispositif. Il y a une vraie implication, vous avez cité plusieurs fois la directrice de la rédaction. Complètement. Non, mais pour France Inter, Interclasse, c'est un engagement vraiment sur le long terme qui est massif, qui est, j'espère, qui va devenir pérenne, mais c'est fragile parce que effectivement, le nerf de la guerre, ce sont les moyens financiers. Et que si la première année, ça se fait un petit peu dans l'envie et l'enthousiasme, il y a un moment où le désir peut être freiné par une réalité. C'est là où il faut effectivement un engagement. Et c'est pour ça que nous, on va essayer de trouver d'autres médias et d'autres partenaires pour continuer cette action. D'accord. Et donc à France Télévisions ? Alors à France Télévisions, on a un partenaire privilégié qui est le CLEMI, avec lequel on travaille énormément sur la sélection des classes, les enseignants. En parallèle, on a un réseau d'enseignants qu'on sollicite, puis on a aussi, il y a des enseignants aussi qui nous sollicitent pour aller soit dans leur établissement, soit venir à France Télévisions pour organiser des débats autour de cette question de l'information au sens large. Et le principe vraiment de ces débats, c'est de travailler en amont avec l'enseignant, vraiment pour que ce soit un vrai projet pédagogique. Donc on travaille avec le CLEMI, Canopé aussi, et l'enseignant pour faire en sorte que ce soit un travail pédagogique co-construit avec l'enseignant, où les élèves sont vraiment partie prenante. Et l'idée, c'est pas d'avoir des journalistes qui sont sur scène lorsqu'ils viennent à France Télévisions avec une information descendante, mais qu'il y ait des représentants de chaque classe qui soient sur scène avec les journalistes et débattent avec les journalistes. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre l'enfant, un représentant de chaque classe, sur scène, dans une position d'intervieweur, il répond aux questions, effectivement, pour développer tout ce
qu'on disait tout à l'heure, à savoir respecter l'autre, argumenter. Voilà, donc c'est un vrai travail pédagogique, ça prend du temps parce que c'est souvent plusieurs semaines, voire des mois de travail en amont. Il faut savoir aussi que toutes ces initiatives sont évidemment entièrement gratuites, jamais on fait pas du tout payer nous les ateliers, donc il y en a forcément beaucoup moins parce que c'est les journalistes qui prennent aussi sur leur temps de travail. Mais on y arrive à faire régulièrement en tout cas des débats, puis on fait évoluer aussi les thématiques, puisque en discutant aussi avec les enseignants et les élèves, il y a une des questions qui revenait tout le temps, c'était la question des relations entre les médias et les hommes politiques, par exemple. Du coup, on a décidé de faire aussi un jour, à plusieurs reprises, des masterclass autour de magazines de politique, comme C'est Politique, par exemple, pardon, j'ai oublié le titre de l'ancienne émission de David Pujadas, c'est David Pujadas qui est allé dans un établissement scolaire pour répondre justement des paroles et des actes, merci. Des paroles et des actes, et c'est David Pujadas qui est allé répondre justement à des questions d'élèves dans un établissement, justement sur ce qu'ils appellent la connivence entre hommes politiques et journalistes. Donc on essaye aussi de proposer quelque chose, et au fur et à mesure qu'on entend les besoins des enseignants et les thématiques que les élèves ont envie de traiter, on essaye de faire évoluer aussi les choses. Pour la deuxième année consécutive, on va organiser quelque chose dans les Outre-mer, parce que c'est très important de ne pas faire que du parisiano-parisien, d'aller en région, évidemment, bien évidemment, mais aussi dans les Outre-mer. Donc là, on est très content de refaire quelque chose à La Réunion, notamment avec le Clémy Réunion, à Mayotte aussi, on aimerait beaucoup. Voilà, donc c'est des initiatives qu'on essaye de réaliser et qu'elles soient les plus utiles possibles pour les enseignants. Donc on va peut-être passer aux questions, si vous avez des questions, si vous pouviez juste reformuler votre question qu'on charnait bien en tête. Oui, alors c'était sur la question des représentations, et ce que je trouve intéressant dans vos témoignages, c'est on voit bien qu'il se passe quelque chose, il y a un lien qui se crée entre les élèves d'une part, les journalistes d'autre part. Donc ma question c'est justement sur les représentations que peut-être vous en tant que journaliste vous aviez au départ et qui ont été peut-être modifiées, un exemple, et puis évidemment chez les élèves aussi, dans l'autre sens. Alors, ma chance, c'est que j'avais déjà été dans les classes, puisque j'avais une spécialité éduc auparavant. Donc, je n'ai pas été très étonnée par ce que j'ai découvert ou entendu. En revanche, je peux vous restituer des propos entendus par des journalistes, et ça me gêne d'autant moins de le faire que ça a été dit sur l'antenne. Donc, on peut facilement le retrouver dans les chroniques consacrées à Interclasse. C'est une journaliste donc, qui était l'année dernière dans un établissement en Seine-Saint-Denis et qui m'a dit, et en plus, j'ai découvert qu'ils sont intelligents. Voilà. Donc voilà, ça fait partie, effectivement, je confirme, ils sont très intelligents, ils ont beaucoup d'énergie et c'est terrible parce que ils ont le sentiment, et je pense que parfois c'est très justifié, d'être des laissés pour compte de la société, qu'on les considère comme de la racaille, hein, c'est vraiment ce qu'ils me disent, parce que moi je fais à chaque début d'année un questionnaire pour évaluer leur sensibilité aux médias, l'image qu'ils ont des journalistes, l'image que donnent les journalistes d'eux. Les réponses sont absolument terribles. Et je fais, l'année dernière je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait la première année, je le referai cette année, le même questionnaire en fin d'année. Et là, il y a vraiment une évolution. L'année dernière, je l'ai fait lors des émissions. Et il suffit d'écouter les émissions pour se rendre compte qu'effectivement, il y avait des points de vue, heureusement, sur les journalistes qui évoluent réellement. Et ils modifient totalement leur perception et leur logiciel sur la façon d'appréhender non seulement l'info, mais également nos manières de travailler. Et il y a quelque chose de très important qu'Amel a dit tout à l'heure, c'est que nous, c'est pas du tout un savoir, c'est pas pyramidal. Il n'y a pas les sachants d'un côté et les apprenants de l'autre. Normalement, ça se construit pas de cette manière. Il y a un moment, et rapidement, normalement, vers la 2e, 3e séance, où il y a une interaction qui se fait entre les élèves, entre eux, pour identifier une source. Où des camarades demandent à l'un, mais c'était quoi ta source ? Et il y a ce jeu-là qui se met en place, qui est vraiment très intéressant. Et maintenant,
les perceptions des élèves, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ils nous traitent de menteurs, de manipulateurs. Lors de la journée spéciale, à 8h40, il y avait un des élèves, Patrick Cohen, lui avait demandé quelle perception il avait des journalistes, et il lui avait dit vous êtes des vipères, ou alors des poucraves, ou des Français. Voilà. Donc ils sont nés aussi en France, mais ils ont vraiment cette représentation de nous et vous, qui est vraiment là, il y a un fossé vraiment à combler, et je pense que des dispositifs comme ceux qu'on met en place peuvent modestement tenter de cicatriser un peu tout ça. Oui, même si c'est une goutte d'eau, on se dit qu'une goutte d'eau dans les séances, ça vaut le coup. Bon, pour répondre à votre question, il y a une intervention d'une jeune fille dans un des débats qu'on nous avions organisés sur la théorie du complot, qui au bout d'1h30, enfin quasiment à la fin, c'était une des dernières questions, qui a pris la parole pour dire mais je dis pas que ce que vous dites est faux, hein, mais je vous crois pas. Et du coup, le journaliste en face lui a dit mais pourquoi? Et elle dit bah j'en sais rien, mais je vous crois pas. Donc elle était incapable de dire pourquoi elle croyait pas le journaliste qui était en face d'elle. En fait. Oui, c'est ça. C'est qu'elle dit, elle reconnaît elle-même qu'elle a conscience que ça peut être vrai, mais elle dit de toute façon d'office je ne vous crois pas. Et pourquoi? Eh ben j'en sais rien, mais je vous crois pas. Et ça c'était à la fin du débat. Donc on s'est dit, il y a encore du taf, il va falloir refaire, il va falloir le refaire, parce que moi je suis convaincue que peut-être qu'on aura le temps tout à l'heure de voir une des ressources des clés des médias, mais en tout cas sur France Télé Éducation, on part du principe que les élèves ont besoin de ressources et les enseignants aussi ont besoin de ressources pour traiter de cette question-là. Le deuxième point, c'est d'aller à la rencontre de ce public, lui donner la parole, susciter le débat, parce que je suis complètement d'accord avec Emmanuel, ils sont hyper intelligents, ils ont plein de choses à dire, ils sont très critiques, ils sont sans filtre. C'est justement aussi l'intérêt de le confronter à un journaliste qui n'a pas forcément l'habitude et qui parfois peut être aussi un peu déstabilisé par des questions, mais vraiment très très directes. Et le troisième point, c'est qui me semble aussi très très important, et ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de leur permettre de faire pour... c'est ce qu'on appelle du learning by doing, c'est vraiment leur permettre de faire pour... et on a un projet pédagogique qui est intéressant qu'on est en train de monter avec l'Académie de Nice, qui permet à des collégiens et des lycéens qui sont en grande difficulté scolaire de réaliser un programme qu'on va diffuser sur nos plateformes. Donc, c'est vraiment 3 axes qui me paraissent complémentaires et indissociables. C'est pour proposer des ressources, ce qu'on a fait avec les clés des médias, qui est une série dont je suis très fière, qu'on a produite avec le CLIMI, le ministère de l'Éducation nationale, Radio France, France Inter, France Télévisions. C'était énorme de mettre tout le monde autour de la table. C'est tout de suite après les attentats de Charlie Hebdo où on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, partons de la base. On va commencer par donner des définitions, les fondamentaux. On va repartir des fondamentaux et on va définir ce qu'est une information, quelle différence entre une information, une rumeur, qu'est-ce que les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... c'est la différence entre la hiérarchie de l'info, la théorie du complot, etc. Donc on est parti de cette base. Aujourd'hui, c'est une série qui est très utilisée dans les formations de formateurs, je vous le confirme. Aussi bien à l'Éducation nationale qu'à la Ligue de l'enseignement, qui était aussi partenaire, j'ai oublié de citer tout à l'heure. Donc c'est vraiment une série dont on est très fiers, qui est très utilisée. C'est aussi aller projeter ce genre de programme et puis leur demander de réagir, donc leur donner la parole. Et le troisième, c'est de leur permettre de faire ce que fait France Inter aussi, est génial, parce que du coup c'est en les confrontant et en les mettant vraiment dans la position de média qui doit faire, qui doit éditer, qui doit faire l'enquête, et puis après éditer, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça. Et ils sont d'ailleurs très étonnés, enfin je vous invite, si vous avez le temps, à écouter une des émissions de l'été. Ils sont très étonnés de tout le travail qu'il y a à effectuer en amont. Et les questionnaires que j'évoquais tout à l'heure, j'ai soumis un questionnaire, alors qui n'a rien à voir, mais aux enseignants en ce début d'année. Et ce que m'ont indiqué certains, c'est que alors, le dispositif, comme c'est quand même, vous voyez bien, sur du long terme, a un effet, quand ça peut marcher, quand ça marche bien, sur l'ensemble de la classe. Et notamment en Seine-Saint-Denis, la première année, il y avait eu un bond des résultats scolaires. Et tous les élèves de 3e ont eu leurs vœux, tous les vœux ont été suivis pour l'entrée en seconde. Et d'ailleurs, il y a un jeune garçon qui faisait partie de cette première édition, qui est passé dans la chronique qui est diffusée le dimanche
pas ce dimanche-là, mais le précédent, et qui raconte, il est venu faire un stage il n'y a pas longtemps à France Inter, et je lui ai demandé de me raconter quel souvenir il gardait de cette expérience. Et il me dit quel impact, effectivement, ça a eu sur l'ensemble de la classe, mais ça m'avait déjà été dit par l'enseignant. Et ce que me disent plusieurs enseignants, c'est que le fait d'inciter tous les élèves, ils ne sont même pas incités, normalement ils sont obligés de faire, ça raccroche les décrocheurs. C'est-à-dire qu'on les identifie. Alors nous, on ne sait pas du tout quand on arrive en classe qui est en train de décrocher ou pas, mais moi je pars du principe que même quand un élève ne sait pas faire les choses, je lui dis toujours que c'est bien. Alors c'est peut-être pas du tout pédagogiquement correct, je m'en contrefiche, parce que c'est pas mon sujet. Le minimum qu'il fait, c'est bien, et je peux vous assurer, ça je l'ai vu au fil d'une année, que le fait de dire à un élève, même quand ce qu'il fait c'est moyen, que vraiment c'est super, ça le hisse vers le haut, et là, des exemples, j'en ai plusieurs, et des enseignants aussi. Donc, voilà. Ouais, pour répondre à la question, souvent dans les ateliers, on m'a demandé mais est-ce que les journalistes, vous nous cachez des choses? Et c'est un truc qui revient beaucoup. C'est intéressant parce que nous, c'est une chose sur laquelle on travaille depuis justement les attentats de Charlie Hebdo du 13 novembre, etc. Dans nos lives, quand on ne sait pas quelque chose, qu'il y a une rumeur qui traîne, mais qu'on ne peut pas dire si elle est vraie ou si elle est fausse, on le dit. Et les gens, ils sont hyper réceptifs à ça, de juste dire des fois, on ne sait pas, on a tous nos contacts sont activés, on n'est pas capable d'infirmer ou d'affirmer c'est ça. Et c'est hyper important, je pense aussi, de rendre notre travail de journaliste de plus en plus transparent. C'est hyper important, je pense, pour tout le monde et pas que pour les élèves. Après, sur les choses que moi je me suis rendu compte, on a aussi ce système de questionnaire, c'est pas tout à fait la même chose, mais avant chaque intervention dans une classe, on distribue un questionnaire pour leur demander comment ils s'informent, s'ils savent ce que c'est s'informer, ou c'est quoi pour eux s'informer, quelles applications ils ouvrent, quels médias ils utilisent, c'est quoi le dernier sujet dont ils ont parlé avec leurs potes, d'actualité, etc. Et moi j'étais un peu partie dans cette aventure dans l'idée que la plupart des élèves en fait ils trouvaient leurs informations sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, même Instagram. J'étais vraiment partie de ce principe-là. Et en fait quand on les interroge sur leur pratique, 90% d'entre eux ils répondent moi je regarde le journal d'M6 avec mes parents, ou moi je regarde le journal de France 2, de TF1, moi il y a BFM qui est branché toute la journée et j'ai pas le droit d'y toucher parce que sinon je me sens ennuyée. Donc c'est vraiment, nous on était partis du principe de travailler sur les nouvelles pratiques, etc. Mais en fait il faut aussi, et beaucoup, qu'on travaille sur les perceptions tout à fait classiques, de déconstruire le journal de TF1, expliquer pourquoi ils ont fait ce choix-là, c'est quoi les images qu'on montre plus à la télé, selon les médias, etc. Donc il y a vraiment un travail très classique de travail qui est fait depuis des années et qu'il faut toujours faire parce que c'est au centre de leur perception de la société et de leur perception d'eux-mêmes aussi. Après, c'est du déclaratif. Je ne sais pas si ils sont. Oui, mais on peut leur faire confiance. Je pense que le journal le 1945 d'M6, je veux bien croire qu'ils le regardent. Enfin, oui, de M6. Mais justement, pour compléter le propos et pour rebondir sur ce que Samuel Laurent a dit. Non, c'était pas Samuel Laurent. Ce matin ? Oui, enfin peu importe. Ce que j'ai entendu, moi je ne partage pas du tout cet avis. Nous, on fait nos questionnaires dans des classes, des quartiers dits populaires, voire très populaires. Alors Snap, YouTube reviennent évidemment constamment sur les modes d'information, mais également BFM. C'est-à-dire que le journal classique du 20h un peu, mais je n'ai pas fait des calculs, je pourrais faire des pourcentages très facilement. BFM revient constamment, donc ils sont sous perfusion de BFM. Et ils disent qu'ils détestent ce média, mais qu'effectivement, papa et maman, ou souvent, non, c'est monoparental, donc c'est probablement souvent maman, regardent et on n'y touche pas, mais ils n'aiment pas ce média, notamment par rapport aux images qui sont envoyées de leur quartier, puisque quand il y a un fait divers, de toute façon, il n'y a que ce prisme très réducteur par lequel sont vus les quartiers. Donc un fait divers va être remouliné toujours sous le même angle. Donc je pense que les intervenants de la
première conférence, C'était ça dans la sera salle, annoncé. quelqu'un. Non, c'était. C'est Charon c'est moi qui ai C'est posé ça. la question. C'est ça, c'est Monsieur Charon qui a dit, c'est Mais il a dit qu'ils ne sont pas des médias populaires. C'est pas ça, C'est les vrai, médias mais- populaires, c'est encore les JT qui font des carrefours. mais dans les quartiers populaires, Mais non, moi je suis d'accord. qui sont très très populaires Ouais, et parce très que détestés. Je pense qu'il répondait sur une question de l'audimat en général, peut-être, Ouais. des audiences en général. Et Oui, mais Non, mais comme aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de lectures. D'abord, les jeunes n'ont pas toujours lu la presse, même avant. Je veux dire, c'est pas. Enfin, il ne faut pas non plus imaginer que tout le monde lisait Le Monde avant, etc. Bon, donc il y a quand même ce fait-là un peu à réguler. Mais aujourd'hui, comme l'image a pris le dessus et que ces chaînes d'infos sont à répétition, quand il y a à un moment donné un fait qui doit être partagé, parce que soit il émeut, parce qu'il les concerne, etc., ben c'est ça qui circule. Et ça qui circule beaucoup. Enfin, c'est quand même. Et sinon, c'est en face des vidéos amateurs. Mais dans le monde de la vidéo, c'est quand même ces vidéos-là qui circulent. Et il y a une prise de parole qui pourtant est censée être concurrentielle. C'est quand même au moins 4 chaînes françaises. Et pourtant, on a l'impression du même genre de répétition. Bon voilà, c'est caricatural ce que Et je dis. au-delà de ça, mais- enfin, je ne veux pas faire le procès de BFM, je me permets Non, mais c'est pas surtout le pas, mais ils offrent quand même une vision un peu déformée de ce qu'est le journalisme, en mobilisant des experts, en ayant beaucoup de débats, des commentaires parfois pas toujours intéressants. Et des experts. Et du coup, les élèves pensent que le journalisme, c'est ça, c'est donner un point de vue, faire un commentaire. Enfin, c'est vrai, là, alors pour le coup, là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le commentaire devient l'information. Et ça, c'est vraiment, là, on est très loin des bases journalistiques. Et ils ont des comptes de plus en plus jeunes, puisqu'on sait que 62% des enfants ont déjà un compte réseaux sociaux des garçons et 67% pour les filles dès la 5e. Et qu'à la fin du collège, ils sont en plus de 82% à avoir un compte essentiellement Snapchat et Instagram, mais c'est quand même. Donc quand ils disent qu'ils ne s'informent pas trop sur les réseaux Ah non, sociaux. j'ai pas dit qu'il disait ça. Ah, d'accord. Non, évidemment, j'utilise les réseaux Oui, sociaux. non, je voulais intervenir. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis enseignante-chercheuse et je travaille sur les pratiques d'information des jeunes. Et je confirme le fait, les enfants qui sont encore en famille regardent le JT. Alors, ça ne leur plaît pas, parce que ce n'est pas eux qui choisissaient la chaîne, mais les parents. Mais parfois, ça les intéresse aussi, parce que c'est aussi un moyen de demander des explications supplémentaires. Par exemple, les bonnets rouges. Je vous parle d'enquête il y a 3 ans, mais j'y vais chaque année. Il y a des thèmes qui sont traités dans les JT qui sont peu compréhensibles et la discussion avec les parents a lieu, alors que sur Internet, justement, il n'y a pas cette discussion. Et quand il évoque, alors il et elle, et puis ensuite il faut différencier selon les classes sociales. Vous savez bien, les pratiques d'information sont fortement différentes selon les milieux sociaux. Et bien sûr, ils voient passer de l'info. Ils évoquent des titres, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une écoute attentive. Mais après, ils vont dire « je m'informe sur les réseaux sociaux ». Enfin, c'est un problème très complexe et moi, je suis assez, à chaque fois un peu chagrinée quand je vois mes propres collègues enseignants-chercheurs amplifier le phénomène de pratique d'information dans les réseaux sociaux, alors qu'effectivement, au moins pour cette classe-là, d'adolescents dans les familles, et il y a encore la télévision qui est importante, voire la radio, les radios pour ados aussi. Bon, c'est plus complexe que ça. J'arrête parce qu'on pourra en parler plus. Lorsqu'en classe, certains disent qu'il y a rien de 20h, je leur dis c'est bien parce qu'un 20h c'est construit. C'est le fruit d'une conférence de rédaction. Alors bon, on leur a expliqué en quoi ça consistait. Et que c'est pas un journaliste comme ça qui décide tiens je vais faire un tel conducteur. Non, ça fait pas. Il y a eu des débats, il y a eu des échanges, il y a eu des prises de parole contradictoires et il faut vraiment quand on ne connaît pas un peu les mécanismes de l'info, comprendre qu'un 20h effectivement est le fruit d'un travail totalement collectif et qu'il y a une hiérarchie et que si ce sujet est placé avant un autre, ça procède d'un choix. Il n'y a rien qui est fait par hasard, c'est de la dentelle. Enfin, Anna le pourra. Et c'est pareil pour le journal de 13h à France Inter et de 18 et 19h à France Inter. Et c'est pour ça. Et là, quand ils comprennent que c'est un puzzle, pour eux, ça prend un peu plus sens que des infos balancées comme ça, n'importe comment. Non, tout ça est un travail réfléchi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
bravo pour toutes ces initiatives, c'est vraiment impressionnant. Alors j'avais une première question sur le retour d'expérience. Est-ce que à l'heure actuelle, puisque il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises suite aux événements que vous avez mentionnés, commencez-vous à formaliser un retour d'expérience justement pour capitaliser sur ce qui a été fait dans un premier temps et pour peut-être repérer les bonnes pratiques? Avez-vous des partenaires avec lesquels vous travaillez pour justement mettre en place des protocoles, disons pour les résultats, afin peut-être dans un deuxième temps ou dans un troisième temps d'obtenir des financements qui permettent de pérenniser toutes ces actions? Ça c'est la première question. Et deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que vous, dans votre action, vous essayez d'élargir la question de l'éducation aux médias en dehors même de l'information. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur cet aspect-là, s'il vous plaît. Voilà. Je commence par la deuxième question. C'était par rapport au programme aussi, c'est-à-dire que ce qu'on voyait tout à l'heure aussi, c'est que ce qui est important pour eux, c'est de montrer les coulisses de fabrication de l'info et d'un programme en général, parce qu'ils ont le sentiment que c'est un huis clos, qu'on décide seul avec nos intérêts, on défend nos intérêts, etc. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était de travailler sur cette question de l'information, notamment avec les rédactions, mais c'était aussi de leur montrer comment on construit un magazine politique ou comment on construit un documentaire et d'élargir à d'autres sources, d'autres programmes d'un autre genre. Et c'est ce qu'on fait tous les mois autour de programmes du groupe, même des fictions. Sur tout autre sujet. Une des dernières qu'on a fait qui était très forte et qui était une masterclass qu'on avait fait autour de Baiser caché, qui est une fiction de France 2 sur l'homosexualité et l'homophobie, où on a projeté la fiction, on a fait venir des classes issues de lycées et de collèges qui sont réputés difficiles, qui tenaient des propos homophobes. Du coup, ce qui nous permettait de parler du sujet de société et aussi comment est-ce qu'on a construit une fiction, pourquoi est-ce que le diffuseur a décidé de traiter cette thématique-là. Sur le harcèlement scolaire, pareil. Enfin, à chaque fois, c'est ce qu'on essaye on essaye d'élargir à d'autres sujets de société. À chaque fois, on essaye de mettre un prisme éducation aux médias sur comment on construit. Une des prochaines masterclass qu'on va réaliser, c'est autour d'un animalier, par exemple. Ce qui a intéressé beaucoup les enseignants de primaire, on a donc co-construit avec eux sur comment est-ce qu'on filme des animaux sauvages. Et du coup, c'est le réalisateur qui va venir expliquer comment est-ce que on va faire quelque chose autour de ces politiques, on va faire quelque chose autour de Plus belle la vie, sur comment est-ce qu'on se construit une quotidienne qui traite de sujets d'actualité et de société, montrer les coulisses de fabrication, et ça nous permet aussi de traiter de sujets d'actualité qui sont très forts, comme on l'a fait sur le harcèlement à l'école, qui était très très fort avec sur l'homophobie, sur plein d'autres sujets, certains forts et certains plus ludiques, sur comment on filme les animaux sauvages, mais on sait que ça intéresse les enseignants. Donc c'est vraiment en discutant avec eux j'avais pas du tout pensé, par exemple, moi, comment on filme des animaux sauvages. C'est en discutant avec un inspecteur de l'éducation nationale qui me disait est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus. On s'est dit bingo, on a un documentaire qui pourrait être intéressant avec un réalisateur qui a très envie. Parce que l'autre difficulté aussi, c'est de trouver la bonne personne qui va trouver les bons mots à hauteur d'enfant pour raconter une histoire et les intéresser. Et là, c'est un ancien réalisateur qui a travaillé avec Cousteau, par exemple. On trouvait ça génial, les enfants vont être ravis. J'ai hâte de voir cette masterclass. Voilà, donc on essaye d'élargir à d'autres sujets que l'info pure, en fait. Et donc, sinon, globalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer une évaluation générale, c'est un retour d'expérience, mais... Par exemple, la Fondation de France, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, Delphine, mais le dispositif est évalué puisqu'on a un financement et on passe dans un tamis en commission. J'imagine que tu as eu aussi... mais pour aller un peu peut-être dans le sens de votre question, par exemple, j'ai des confrères qui sont en Suisse ou en Belgique qui voulaient savoir comment on procédait en classe. Donc effectivement, là, il faudrait un peu faire... c'est une recherche-action, c'est action-recherche. Là, il faudrait inverser, il faudrait tout t'expliquer pour que, effectivement, ensuite, il y ait un process et il faut le mettre en place
dans les classes. C'est ça que vous vouliez, voilà, c'est ça, oui, pour avoir le mode d'emploi. Mais en fait, un mode d'emploi, moi je suis toujours un peu gênée parce que ça se co-construit. Vous voyez, il y a vraiment un travail avec les enseignants et les journalistes. C'est pas les journalistes qui arrivent avec leur savoir. Je pense Ça ne marchera pas de toute non, façon. ça ne marchera pas parce qu'en plus c'est pas intéressant. Et éviter les erreurs. Bah oui, les erreurs. Bah écoutez, non, mais éviter les erreurs. Oui, on peut toujours, mais c'est un work in progress. Donc, c'est ça, ouais. enfin, je pense qu'on en commet forcément, hein, mais après, justement, on avance, on évolue. Et la co-construction permet aussi d'éviter les erreurs, puisqu'on n'est jamais seul, on travaille avec les enseignants, avec les partenaires, avec... Tout le monde est responsabilisé. Oui, absolument. Et pour répondre un peu à ça, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est un système de making-up, en fait, où systématiquement, moi, je demande aux bénévoles journalistes qui vont en classe, si jamais il y a un truc qui se passe, si jamais il y a des questions qu'on vous pose que vous n'attendiez pas, ou s'il y a un exercice qui marche particulièrement bien, écrivez un petit article à la première personne et racontez votre expérience, comment ça s'est passé. Donc, pour l'instant, j'en ai récupéré un. Je ne désespère pas d'en récupérer plus. Mais ça demande pas mal de travail de la part des journalistes. Alors nous, le making-of, on le fait cette année, c'est-à-dire qu'avec les étudiants de l'IPJ, on demande à chaque étudiant en classe de faire un compte-rendu après chaque séance. Alors on ne voulait pas que ça soit trop lourd parce qu'on sait très bien qu'en dernière année de radio, c'est déjà assez conséquent, mais on leur demande 2 feuillets. Ils prennent l'angle qu'ils veulent, mais il y a cette obligation. C'est stocké. Donc c'est stocké jusqu'à l'été prochain. Et parallèlement, donc il y a ceux qui sont en classe, et il y en a 2 qui ne vont pas dans une classe attitrée, mais qui tournent dans les établissements et là qui font aussi du making-of. Donc on a des différents angles et perspectives et comment dirais-je et sensibilités pour les faire, et tout sera mis sur le site lors de la diffusion des émissions. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir fait ça, de faire ça. Parce que nous, on a fait le choix, par exemple, de ne pas mettre en open source nos ateliers, parce que c'est quand même en direction des journalistes, on ne voulait pas que n'importe qui s'en empare non plus. Mais bien sûr, l'idée des making-up, c'est d'avoir quand même une parole, un témoignage qui soit à la disposition de tous pour montrer aussi ce qui peut marcher, ce qui fonctionne moins bien. Et juste sur l'histoire de la co-construction et qu'à chaque fois on réinvente les intentions, c'est vrai, il faut se laisser la possibilité quand il y a tout d'un coup il y a un débat qui s'impose, quand on est interpellé par des élèves sur, j'en sais rien, moi, sur le conflit israélo-palestinien, ça arrive souvent, et ben au lieu de dire non, j'y réponds pas et entretenir une espèce de psychose, de complot, de on veut pas en parler, c'est donc que c'est mal, il y a un truc à cacher, bah tant pis, on laisse tomber l'atelier s'il le faut et on en parle pendant une demi-heure en déconstruisant les trucs, en essayant de partir de faits. C'est ça notre rôle aussi, répondre à la demande des élèves. Bonjour, moi je voulais réagir aux interventions et présenter une initiative qui est un peu parallèle ou complémentaire, qui s'appelle mediaeducation.fr, qui est une plateforme qui a été créée il y a un peu, 2 ans, disons, c'est aussi à la suite de l'attentat à la rédaction de Charlie, un groupe de journalistes dont moi je suis journaliste pigiste, plutôt spécialisée en économie, et avec d'autres collègues, on a créé cette plateforme, et l'idée c'était de rendre visible une volonté d'engagement personnel, pour le coup, des journalistes, donc qui ne passent pas, toutes les rédactions ne mettent pas en place des actions comme France Inter ou comme Le Monde ou comme l'AFP, et malgré tout il y a une volonté des journalistes, des professionnels de l'information de s'impliquer, de s'engager sur cette question. On sent qu'ils portent une responsabilité, et donc on a créé cette plateforme grâce au soutien du ministère de la Culture. On a bénéficié d'une subvention pour la lancer à fin de l'année 2015, début 2016, et donc voilà, pour s'il y a des journalistes dans la salle, je vous invite à aller voir cette plateforme qui s'appelle donc mediaeducation.fr, et sur laquelle on peut s'inscrire. Il y a une carte, et donc aujourd'hui il y a 250 journalistes qui sont inscrits sur tout le territoire, qui relèvent de différentes rédactions. On a même des gens de Radio France, de France Bleu notamment, et puis beaucoup de journalistes pigistes en fait, puisque il y a quand même
une grande part de la profession qui pratique le métier sous cette forme-là, et donc ils ne peuvent pas bénéficier de... Et les enseignants, mais aussi tous les autres, parce que je pense qu'il ne faut pas, même si je pense qu'il y a beaucoup de profs dans la salle, cantonner l'éducation aux médias à la sphère scolaire. Et il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises, notamment par les associations d'éducation populaire. On parlait de la Ligue, mais des CMA, des Francas, dans les centres sociaux, dans les CAF, dans les dispositifs d'accompagnement aux devoirs. Il y a beaucoup de possibilités d'endroits pour faire de l'éducation aux médias, pas seulement à l'école. Et donc, nous, notre plateforme, elle permet à ces professionnels de l'éducation, pour dire large, de contacter des journalistes directement et de co-construire des séances, parce que c'est aussi vraiment le mot d'ordre qui est le nôtre, qui est celui de l'addition des compétences entre les professionnels de l'info et les professionnels de l'éducation. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est pas une question, c'est un petit squat de tableur. Pardon. C'est vrai qu'il y a l'aspect formation qui est extrêmement important, parce que comme on disait, nous on a des initiatives mais qui restent toujours modestes, parce que nous on essaie de toucher 140 établissements cette année, on n'arrivera peut-être pas à en faire autant, peut-être que l'année suivante on n'arrivera pas non plus. Et du coup il y a vraiment l'importance de former les enseignants qui le demandent, ou alors les éducateurs. Et nous on essaye de développer ça aussi, donc c'est pas évident, il faut aussi des fonds, etc. Nous on travaille avec les Francas. Et pour l'instant, on a réussi à faire des interventions dans des EPID, donc c'est vraiment des établissements de très gros décrocheurs. Et ça, c'est un enjeu énorme, et il faut qu'on arrive aussi à développer ça pour essaimer. Enfin, je veux dire, pour être efficace, pour que tous nos dispositifs soient efficaces, il faut former les enseignants pour essaimer de manière de plus en plus large. Et le nerf de la guerre dont vous avez parlé toutes les trois, c'est évidemment celui de l'argent, des financements, notamment sur ces questions-là. Et moi, ce que je déplore peut-être de mon expérience, maintenant ça fait 2 ans et demi que je travaille sur ce projet, et c'est que les financements sont éclatés, mais enfin je sais que c'est tout... tous les sujets de société sont malheureusement logés à cette enseigne, mais éclatés et ponctuels, et qu'on a du mal à dérouler des actions de long terme. Et je trouve que c'est dommage, mais j'ai pas de solution, voilà, évidemment. On va peut-être... vous avez encore des questions ? L'atelier suivant, c'est ici. Comment ? Non, je crois que c'est le déjeuner là maintenant. Il y a midi en reste. D'accord. Moi j'avais une dernière petite question avant qu'on se sépare. Ici on forme des journalistes, on forme les journalistes de demain, et je me demandais si vos interventions, si toutes ces relations avec le monde de l'éducation nationale, ça vous donnait le sentiment qu'on pouvait susciter des vocations dans ces établissements scolaires, avec des jeunes qui auraient envie, à la suite de vos interventions, de devenir journalistes en fait. Et peut-être on pourrait imaginer que la profession pourra en être enrichie en termes de diversité d'origine. Pour ce qui concerne Interclasse, ça a été le cas. Et donc, moi, je suis d'autant plus ravie que, étant donné que je suis assez sensible aux questions de diversité, et m'étonnant du peu de diversité que je vois dans les rédactions nationales, évidemment, je trouve que d'aller chercher ces publics, et que certains disent finalement j'aimerais bien découvrir ce métier, ou les métiers de la radio, ou les métiers du son. Et donc pour ces élèves qui ont été sensibles à ça, je les ai mis en contact avec la directrice des études de l'UPJ. Et c'est vrai que c'est vraiment important, parce que ça croise les regards, enfin c'est hyper enrichissant pour tout le monde. Je pense que c'est un métier qui continue à faire rêver. Je le vois aussi quand on fait des ateliers, des job dating, des métiers de l'audiovisuel par exemple. Le premier métier que tout le monde, la première personne que les élèves ont envie d'aller voir, c'est le journaliste, pour qu'il leur raconte son quotidien, etc. Donc, quelque chose qui fascine, qui donne envie, qui fait rêver, et ils sont hyper critiques sur le métier, mais je pense que oui, ça suscite des vocations, le fait de côtoyer aussi des journalistes, ça leur donne envie d'aller encore plus loin, et moi j'en suis convaincue. Enfin, on casse aussi le mythe du journaliste qui est riche, parce que ça, c'est une des premières questions. Combien vous gagnez ?
Oui. Enfin, ils pensent qu'on est très très riche. Alors quand on donne les chiffres, ils tombent un petit peu de l'armoire. Non, je veux plus finalement. Mais puisqu'en gros, on commence comme les enseignants. On est dans un peu les mêmes grilles. Donc ils sont assez étonnés par les chiffres. Mais ce qui est important aussi, je pense, dans les écoles de journalisme, c'est qu'il y ait des sessions d'éducation aux médias. Alors hier, les étudiants de première année ont eu un séminaire d'une journée sur ces questions-là, parce que je pense qu'effectivement, il faut sensibiliser les futurs journalistes. Et ça, c'est né d'une réflexion, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que des jeunes anciens sur le terrain étaient beaucoup interrogés sur leur pratique professionnelle et parfois mis en cause. Je parlais tout à l'heure avec Delphine, des jeunes anciens qui travaillent à la télé, ils sont avec une caméra, TF1, BFM, etc. Et ils passent une bonne partie de leur temps à justifier de leur métier et de défendre la profession, et etc. C'est très difficile quand on n'est pas armé pour voilà, le c'est faire. ça. C'est-à-dire que quand ça a toujours été, c'est-à-dire bon, il a toujours fallu expliquer le métier, ça c'est pas du tout récent. Par contre, aujourd'hui, le contexte est beaucoup plus tendu et effectivement, pour que des jeunes journalistes avec peu d'expérience puissent expliquer comment, voilà, il faut des outils en fait, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette session de formation, qui est un peu une première, mais on pense qu'effectivement. Moi, je pense que c'est indispensable. Oui. Et c'est vrai que sur la question du recrutement, peut-être que vous pouvez, parce que la question que vous me posez, c'était finalement le fait de voir des journalistes dans le cadre de ces actions d'éducation aux médias. Est-ce que ça ouvre des possibilités, des jeunes qui s'interdiraient de pouvoir imaginer pratiquer ce métier? Peut-être vous vous occupez d'une classe média dans un collège à Tourcoing. Oui, depuis 2 ans, donc on a créé l'année dernière la classe de 3e média, cette année en plus la classe de 4e média, donc c'est une classe qui notamment conçoit une émission de radio d'1 heure avant chaque période de vacances scolaires. Donc par exemple la première et la 3e c'était dans les locaux de l'EJ, voilà, et sur le thème des médias. Bonne qualité. C'était sur le thème des médias. Et c'est vrai que ça suscite des vocations. Mais c'est comme, en fait, donc c'est un collège RED+, on aimerait bien faire interclasse, on rêverait de ça, je balance. Mais comment dire, c'est vrai que c'est des élèves, je pense au partenariat avec Sciences Po, c'est la même chose. On constate que les élèves ne connaissent pas. Et donc, le simple fait de connaître, d'aller à Radio France, comme on a fait l'an dernier, ou à France Télévisions, on a visité France Télévisions, on a été à la rédaction de France Culture, de France Inter, et en fait les élèves, forcément, ça leur ouvre les perspectives, ils adorent. Et puis le fait de concevoir, de fabriquer une émission de radio, ils fabriquent des reportages, ils préparent les interviews des invités en direct, et on voit se transformer les élèves. Donc ce que vous racontez, je suis très particulièrement sensible, et ça crée des vocations. On a chaque année des élèves qui veulent faire leur stage d'observation de 3e, dans des rédactions à France Bleu Nord, à La Voix du Nord. Ceux qui sont passés par la classe média, ils développent une appétence forcément. C'est ce qu'on propose aussi dans le dispositif, ceux qui veulent venir faire leur stage d'observation en entreprise à Inter. En fait, non, on leur a même concocté un programme spécial stage et ils voient toutes les rédactions et différents métiers. Il n'y a pas que le métier de journaliste. Ouais. Si je peux me permettre, pardon, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une association qui s'appelle Viens mon taf, qui permet justement en gros aux collégiens de REP, de 3e, d'avoir un stage dans un domaine qui leur plaît sans piston. C'est le principe de dire qu'en gros l'enfant privilégié il aura un stage passionnant et que l'enfant qui n'a pas de réseau, dont les parents connaissent personne, il finira au Franprix ou au Kebab. Et donc Viens voir mon taf permet, donc c'est exclusivement pour les élèves de REP, permet d'aller sur le site internet, sur la plateforme et de choisir la thématique qui l'intéresse. Donc ça peut être le journalisme, mais ça peut être aussi plein de choses. Donc je suis journaliste aussi, donc nous journalistes par exemple, on peut proposer des stages, des avocats, des boulangers, ce que vous voulez. Et au moins les collégiens peuvent choisir. Et ça permet aussi pour ceux qui n'ont pas accès à des rédactions, qui ne font pas interclasse ou je ne sais quoi, de s'ouvrir à autre chose. Et là-dessus, il y a un enjeu très important du côté des enseignants, qui est d'en parler et d'en parler très tôt, parce qu'en fait, donc moi je travaille à Libération et j'essaye de pousser un peu à ce que justement il y ait des élèves sans piston qui puissent venir, etc. Et c'est typiquement concentré sur la semaine avant les vacances de Noël. Et le problème, c'est que moi cette année, j'ai pas pu m'en occuper aussitôt que l'an dernier. Je suis arrivée un peu trop tard, c'est-à-dire que début octobre, il y avait déjà la moitié des places qui étaient prises par les pistonnés. Parce qu'en fait, à eux, on leur dit tu postules dès début septembre. Donc là-dessus, je pense que les enseignants ont un grand rôle à jouer,
qui est même, je pense peut-être dès la fin de la 4e, de sensibiliser les élèves en disant au moins gamberger cet été sur ce qui vous plaît, ce que vous voulez, et puis dès septembre, vous candidatez. Et là, ils peuvent avoir un truc qui peut les intéresser un peu. Typiquement, la recherche de stage, c'est l'exemple de fracture sociale qu'on voit entre les parents, entre des élèves qui ont des parents qui ont des connaissances et puis des élèves qui sont tout seuls. Il y a une chose qui est importante, c'est quand on arrive à la première séance, normalement, très brièvement, on leur raconte nos parcours professionnels. Il n'y en a aucun, aucun de mes collègues n'a des parents journalistes. Et on leur explique que voilà, c'était un souhait ancré depuis l'adolescence ou après les études. Enfin, il y a vraiment des parcours de vie, il y a des choix et que il y en a très peu qui, quand on discute, n'ont bénéficié de pistons. Et moi, ça m'a donné d'ailleurs l'occasion d'entendre mes collègues raconter leur histoire, parce que c'est vrai qu'on ne se raconte jamais ça normalement quand on est au travail. Et je ne sais pas, Delphine, si vous le faites ou pas, mais de leur expliquer que finalement, si eux aussi s'en donnent les moyens, peut-être qu'ils peuvent accéder à, c'est pas que le métier de journaliste, mais à d'autres métiers qui les intéressent. Il existe des dispositifs d'aide, des bourses, nous on a une prépa égalité des chances, etc., qui accompagnent financièrement, parce que ce sont des études qui sont coûteuses et longues, et donc effectivement il y a des enfants qu'il faut soutenir. Donc il y a des dispositifs qui existent pour pouvoir imaginer faire ces études. Merci. Merci à vous.